Bon, eh bien, bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici. Du coup, je vais introduire la conférence de ce soir qui s'intitule « Génocide et persécution des Roms et Sinti, le cas français en perspective ». Donc, je présente déjà Ilsen About, chargé de recherche au CNRS et qui a beaucoup travaillé sur la question de l'identification et des persécutions des populations dites nomades en France et en Europe. Et moi, je suis Théophile Leroy, je suis doctorant en histoire à l'EHESS à Paris et à terre, ici, enfin en tout cas chargé de conférences de méthode en histoire à Sciences Po Strasbourg. La présentation, elle sera constituée en deux parties. D'abord, Ilsen va présenter un peu le cadre général des persécutions des Roms et Sinti en France. Et ensuite, je ferai une étude de cas sur un convoi de déportation qui est parti en mars 1943 depuis Strasbourg, à Auschwitz-Birkenau. J'en profite aussi pour remercier évidemment le Centre européen du résistant déporté du mémorial du Struthof et évidemment Sciences Po Strasbourg aussi nous donner la possibilité d'avoir cet espace-là pour présenter nos recherches. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup Théophile, et donc je remercie le Centre européen du résistant déporté du Struthof et l'Université de Sciences Po Strasbourg pour cette invitation et cette initiative qui me permet d'évoquer l'histoire du génocide et des persécutions des Roms et Sinti en France. Donc je vais dans un premier temps présenter plusieurs aspects généraux qui permettent de situer et de comprendre en fait ce qui se passe en France entre 1939 et 1946. Donc je reviendrai un peu précisément sur ce cadre chronologique. Alors je vous propose d'aborder cette question par deux aspects, l'antiziganisme en Europe avant 1939 et la diversité et les ancrages des mondes roms, Sinti, Manouche en France. Donc ce que je vais vous présenter relève du travail poursuivi depuis des années maintenant par moi-même, mais par aussi toute une équipe de chercheurs et auteurs, notamment d'articles publiés dans le numéro de la revue d'histoire de la Shoah, paru donc cette année en 2023. Et donc Théophile a contribué, et nous avons aussi une autre autrice dans la salle. Merci Siv pour ta présence. Et voilà, ce volume rassemble des contributions qui avaient pour ambition de présenter le cadre des persécutions dans l'Europe de l'Ouest. Juste deux mots sur cette question. Le cadre des persécutions en Europe est bien compris, disons, depuis au moins les années 90 à propos de l'Allemagne et des territoires sous l'influence directe du Reich. Ce sont les territoires qui ont été étudiés tout particulièrement. Et après la chute du mur et l'ouverture des archives, de nombreux historiens ont entrepris d'approfondir les connaissances qui avaient déjà été abordées de manière parfois isolée et fragmentaire par des historiens dès les années 70-80 à propos de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Roumanie. Ensuite, disons, les efforts ont été portés aussi sur l'Europe de l'Est et les territoires soumis à la conquête de l'Est européen, et donc l'impact des massacres opérés par les Einsatzgruppen de la Lituanie jusqu'à la Crimée ont été particulièrement étudiés aussi. Et de multiples recherches aussi ont porté sur plusieurs pays de l'Europe de l'Ouest, mais il a semblé fondamental de comprendre ce qui se passait dans l'arc de ces territoires, couvrant à la fois la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Italie, ainsi que certains pays de l'arc nordique. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans ces territoires s'appliquent des mesures et des systèmes répressifs qui se rattachent à la fois au reste de l'Europe, mais qui sont également indépendants ou qui sont animés, disons, par des dispositifs à part. Donc, ces travaux sont réunis dans ce volume et, si vous voulez, on y reviendra. Alors, dans un premier temps,
il est indispensable de s'arrêter sur ce que représente l'antiziganisme en Europe avant 1939. Donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que l'ensemble des communautés dites selon les pays tziganes, nomades, zigeuner ou d'autres termes employés, sont frappés par des systèmes d'identification et de repérage des individus et des familles depuis la fin du XIXe siècle. Disons qu'autour de 1890 jusqu'aux années 1910, à la veille de la Première Guerre mondiale, on a tout un ensemble de pays qui procèdent à des recensements régionaux qui stabilisent une forme de situation de ces collectifs, de ces familles. Puis, dans les années 20 et 30, se développent des systèmes plus développés encore, qui visent à enregistrer individuellement les individus dans des fichiers de police qui ont souvent un étage national et puis des étages régionaux. Donc ce dispositif à l'œuvre, qui concerne donc, comme je viens de le dire, tous les pays d'Europe, est fondé sur certains principes. Le premier principe, c'est l'administration des métiers itinérants. Il s'agit à l'époque, en lien avec les mythologies qui entourent les mondes errants, vagabonds, nomades, de protéger et sécuriser à la fois les campagnes et les frontières nationales. Et le deuxième objectif, c'est de constituer un savoir policier et qui recoupe aussi d'autres sciences au sujet de cette population, à propos de laquelle de nombreux savants apportent des connaissances en vue de définir cette entité raciale qui est élaborée à ce moment-là à propos de nombreuses populations en Europe et dans le monde. Donc la spécificité de l'antiziganisme à ce moment-là, c'est aussi de croiser de multiples savoirs qui vont se combiner pour contribuer à une forme de définition multiple de cette population. Donc ça regroupe à la fois les savoirs de l'anthropologie criminelle, de la criminologie de l'époque, ça recoupe les savoirs de l'anthropologie des races aussi européennes, ça recoupe les savoirs de l'hygiène sociale et des premières formes d'eugénisme. Donc l'objectif de ces savoirs, c'est d'aboutir à une forme de cartographie des populations européennes afin de pouvoir établir les possibilités de déplacement ou de sécurisation ou encore de contrôle particulier de certaines catégories jugées comme dangereuses ou menaçant à la fois l'ordre social et l'ordre racial. Réflexions qui sont menées bien sûr dans le monde colonial, mais aussi en Europe. Alors autour de cette population, il y a une forme de consensus culturel qui apparaît dans de nombreux documents comme les articles de presse, la presse illustrée, les arts et disons l'ensemble de ces productions culturelles tendent à stigmatiser des traits caractéristiques et stéréotypés de ces populations autour de la figure de la bohémienne, de la diseuse de bonne aventure, du voleur, de l'errant criminel. Le vol d'enfants est souvent évoqué, le vol d'autres choses d'ailleurs aussi. Donc on a tout un ensemble de caractéristiques négatives qui sont évoquées à propos de ces populations. Mais il y a aussi des aspects positifs qui sont souvent évoqués, puisque les talents musicaux sont soulignés, de grandes figures des arts sont connues. À la fin des années 30, Django Reinhardt est déjà une figure très connue, mais on a d'autres artistes qui sont extrêmement renommés. Juste pour vous donner un exemple, le grand photographe qui s'appelle August Sander, et qui réalise un portrait photographique de l'homme du XXe siècle. Vous connaissez peut-être ce grand projet. Il choisit dans ce projet de retenir
voilà, la catégorie de Tziganes pour illustrer une présence de personnes à la marge de la société et auxquelles il attribue une forme de dignité. Et on voit dans les sujets qu'il retient des musiciens, alors c'est des musiciens de Berlin, des musiciens manouches, qui exerçaient dans toutes les salles de concert de la ville, mais c'est aussi un signal qu'il nous adresse, Sander, en choisissant ce registre, et qui indique que dans toutes les grandes métropoles européennes, il y avait une élite artistique, musicale, intellectuelle, d'artistes gitans, manouches ou roms, qui circulaient d'ailleurs depuis les expositions universelles de la fin du XIXe siècle dans tout l'espace européen. Donc on a une forme d'ambivalence entre d'un côté un regard extrêmement négatif qui est porté sur cette population, une forme de stigmatisation politique aussi à travers les réglementations que j'ai évoquées, mais aussi une forme de reconnaissance et d'acceptation. Donc il y a une tension qui émerge, mais en même temps la volonté d'éradiquer, de trouver une solution à cette question de Tzigane, qui est discutée au plus haut niveau des institutions internationales, comme Interpol notamment. Donc Interpol, c'est une organisation qui s'appelle à l'époque la Commission internationale de police criminelle et qui est créée en 1924 à Vienne avec l'objectif de harmoniser les pratiques policières, poursuivre les criminels internationaux qui sont à l'époque réputés comme les criminels les plus dangereux. Et cette commission va jouer un rôle très important en rapprochant des savants qui justement s'intéressent à l'expertise de l'identification des Tziganes. Et en se réunissant, ils vont produire un savoir et aussi un échange de théories entre différents experts de différents champs. Et donc ces champs, ce sont ceux que j'ai évoqués, c'est-à-dire de l'expertise policière, de l'anthropologie raciale et de la criminologie, donc tout l'ensemble de ces savoirs mêlés. Et finalement, on va aboutir à une forme de consensus aussi savant à la fin des années 30, dans l'idée d'aboutir à une résolution de cette question de Tzigane discutée au plus haut niveau. Alors, voilà, je voulais vous montrer à chaque fois des documents qui illustrent ce que je viens d'évoquer. Donc vous voyez, vous avez deux articles ici, l'un qui évoque de manière extrêmement franche le dépotoir que deviendrait un pays tel que la France qui accueillerait des nomades de tous les pays. Et à droite, vous avez l'annonce en 1938 des mesures prises en Allemagne contre les Zigeuner, tels qu'on les appelait, avec l'évocation de décrets de police visant à contrôler et expulser ces populations. Alors, dans un deuxième temps, il faut évoquer les présences à la fois diverses, urbaines et rurales de ces populations. Parce que ce qui est très important à comprendre pour saisir aussi la nature des persécutions durant la Seconde Guerre mondiale, c'est de bien percevoir que cette population dont il est question, dont les savants tentent de simplifier l'existence en les réunissant autour d'un seul ethnonyme exogène, les Tziganes, c'est un terme qui n'est pas employée par les communautés elles-mêmes. Donc il faut bien savoir que cette population, elle est présente depuis la fin du Moyen-Âge dans de multiples conditions et situations, que ce soit dans des villes, dans les campagnes, dans tous les territoires de l'Europe méditerranéenne, continentale, nordique et britannique, et que cette présence avérée par la documentation historique montre l'enracinement très ancien dans toutes les dimensions économiques des sociétés européennes. Donc cette donnée, elle est très importante pour comprendre que on a là une sorte de processus d'enfermement autour d'une catégorie, d'une population qui échappe à toutes les définitions. Et c'est ce qui aussi explique la violence de la persécution durant la guerre et ses effets sur le long terme.
Deuxième élément très important, c'est de bien percevoir que ces populations existent aussi au-delà des frontières nationales, parce que le socle démographique des populations roms, gitanes, manouches ou sinté en Europe précède l'existence des États-nations et se déploie dans des dimensions transrégionales, transcontinentales, transfrontalières. Et ça, c'est très important parce que on comprend aussi la raison pour laquelle ces persécutions ont lieu. Parce que, en fait, cette population est considérée comme anationale, refusant toute adhésion au modèle de l'État-nation. Donc cette supposition qui considère cette population comme étrangère à l'esprit des nations aboutit à nier aussi leurs caractéristiques fondamentale qui est de former des continents à l'intérieur des continents. Donc par exemple, pour vous donner cet exemple, le monde des Roms de l'Europe orientale qui résident en Roumanie ou en Ukraine au XIXe siècle, en fait, en migrant vers l'Ouest européen, vont constituer de multiples noyaux de population qui vont de Berlin à Paris, de Paris à Bruxelles, de Bruxelles à Stockholm et de Stockholm à Barcelone. Ils forment un réseau de communication et de déploiement démographique à l'intérieur duquel s'opèrent des mariages, par exemple. On peut aller se marier auprès d'une autre famille voisine à l'autre bout de l'Europe. Et même au-delà. Bon, une collègue travaille sur l'extension des mondes roms au XIXe siècle qui couvre l'ensemble des continents. Un anthropologue très connu en France qui s'appelle Patrick Williams a étudié encore jusque dans les années 70 les mariages entre Paris et New York dans les communautés roms. Mais si on regarde du côté des Sinté, Manouches, on voit aussi exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est le document que j'avais choisi de vous montrer, un petit article de 1890 qui évoque les pérégrinations de 1000 bohémiens se rendant près de Berlin et originaires d'Alsace, se retrouvant pour une fête à laquelle ont pris part les membres paraissant appartenir à une seule tribu. Alors évidemment, les commentateurs et observateurs qui ne sont pas du tout locuteurs du romanesque ne comprennent rien à ce qu'ils voient. C'est pour ça qu'ils démultiplient les lieux communs et les inexactitudes. Mais ce petit article qui évoque donc ces bohémiens d'Alsace qui seraient rendus en Allemagne et qui sont établis dans la vallée de Barenthal, près d'Ingwiller, traduit en fait l'une des circulations continentales d'un groupe donné, mais en réalité ces circulations de Ingwiller à Berlin ne sont pas limitées à ces deux points, on parle de circulation véritablement continentale et ces mêmes familles se retrouvent dans l'ouest de la France jusqu'au nord de l'Allemagne. Alors, dans un premier temps, autour de la guerre, je voudrais évoquer donc les prémices d'une persécution en France qui peuvent être résumées par 3 points. Donc, le premier point et le premier moment, dès lors que l'offensive allemande prend forme, des communautés, des collectifs en France sont évacués, par exemple, de l'Est de la France, Théophile en parlera tout à l'heure plus précisément, fuient la région parisienne, ou, face aux premières menaces, vont connaître une forme d'exil intérieur. C'est-à-dire que donc nous savons désormais que environ en France 7000 personnes furent internées dans un réseau d'une quarantaine de camps, plusieurs milliers d'autres personnes furent assignées à résidence dans des localités. Mais nous savons aussi par l'étude des carnets anthropométriques qui sont imposés à cette population depuis la loi de 1912, que des dizaines de milliers de personnes relèvent de la catégorie nomade qui est particulièrement visée.
Donc nous savons par déduction que de nombreuses personnes voyant se déployer des systèmes répressifs vont se réfugier et se dissimuler loin des contrôles. Donc la première, disons, étape de ce processus de persécution, il intervient avec des mesures en 1939 qui visent à assigner les personnes à résidence. Donc, reprenant la catégorisation nomade, les autorités françaises républicaines décident de contraindre tous les nomades, ou présumaient-elles, à stationner sur une commune de résidence. Ce qui signifie que des personnes circulant sont assignées à un endroit d'où ils ne pourront plus bouger sans l'aval des autorités et sous le contrôle d'une brigade de gendarmerie ou d'autorités policières situées non loin de là. Donc cette mesure aboutit à un isolement des collectifs et à une forme de séparation du reste de la population. Alors cette mesure d'assignation à résidence, elle va rester active pendant toute la guerre. Ce qui est important à comprendre aussi jusqu'à juin 40, c'est en fait le démantèlement des réseaux habituels de circulation ou d'approvisionnement de toutes ces familles assignées à résidence qui perdent par l'interdiction de leur circulation tout moyen économique de survie. Donc ça va avoir des conséquences tout à fait importantes. Alors pour illustrer ce point, je voudrais aussi évoquer une autre solution trouvée par certains collectifs. Donc Maté Maximov, qui est un écrivain qui est né à Barcelone en 1917, d'une mère manouche, reliée lointainement à Django Reinhardt, et d'un père rom dont les grands-parents étaient nés dans le Caucase, dans la Géorgie actuelle. Et cet écrivain va devenir écrivain à la suite de la Seconde Guerre mondiale et devenir l'un des grands écrivains roms en France. Donc il raconte dans ce livre comment sa famille, à partir de septembre 1939, voyant la guerre arriver, décide de fuir la zone où ils habitaient, c'est-à-dire cet espace périphérique autour de Paris, et se rendent vers Bordeaux. Ils vont résider jusqu'au printemps 1940. À ce moment-là, ils tentent de franchir la frontière vers l'Espagne par Hendaye. Certains membres de sa famille y parviennent, mais d'autres sont bloqués à la frontière, dont Matteo et les personnes autour de lui. Ils vont être déplacés vers Orthez, qui se trouve être la ville sur laquelle se situe la ligne de démarcation. Et donc, ils se trouvent du bon côté, heureusement, mais les autorités décident leur placement dans le camp de Gurs, qui avait servi de lieu d'internement pour les républicains espagnols. Donc, ils vont rester pendant 6 semaines dans ce camp, et extrêmement fragilisés, dans des conditions très difficiles qu'il évoque. Et après leur sortie du camp, ils vont être déplacés vers la ville de Tarbes, puis placés dans un autre camp d'internement qui s'appelle Lannemezan, où ils vont rester internés pendant toute la guerre, avec parfois un régime de semi-liberté, mais sous contrôle. Donc vous voyez, ça c'est une des solutions qui s'offrent à ces collectifs, mais d'autres vont se retrouver cernés à la fois par l'assignation à résidence et puis par les mesures qui vont être prises en octobre 40, donc dans cette deuxième phase qu'on peut résumer par ce terme de discrimination raciale d'un côté et de logique répressive de l'autre. Donc en France, les persécutions commencent véritablement à partir d'un décret d'octobre 40 qui est imposé par l'occupant et qui décide l'internement de tous les nomades, mais dans les textes est adossé un autre terme, celui de Zigeuner en allemand. Donc on voit là qu'il y a un basculement, puisque 2 systèmes répressifs cohabitent dans le même espace national, avec 2 logiques différentes. Parce que en fait, les Allemands poursuivent une politique raciale anti-tzigane,
qui a commencé en 1933, qui a abouti à l'internement dans de multiples municipalités allemandes des populations recensées et identifiées comme tziganes avant 1936, mais surtout après 1936 et la création d'un organisme spécialisé dans le recensement de cette population dont parlera Théophile. Donc l'arrivée des Allemands et la décision d'internement procèdent de deux logiques. La première est une logique allemande, donc qui poursuit un projet entamé précédemment, mais l'autre projet, c'est un projet français, parce que ce sont les autorités françaises qui vont être en charge d'appliquer ces mesures et d'interpréter aussi les mesures allemandes. D'ailleurs, les archives révèlent des discussions parfois à la limite du comique entre les Français et les Allemands qui doivent s'expliquer sur les termes employés. Les Français demandant si les Bohémiens sont bien des tziganes. Parce que la catégorie nomade qui existait autour de la loi de 1912, qui avait qui a été fondée sur une définition ethnique, n'aboutissait pas forcément à la désignation des mêmes personnes. Et d'ailleurs, il y avait à l'intérieur des personnes nomades, des gens français, mais aussi toutes sortes d'autres personnes qui s'étaient, disons, fondues dans cette catégorie, qui pouvaient être des colporteurs ottomans, séfarades, qui pouvaient être des Chinois de passage, et récemment j'ai retrouvé une cantatrice anglaise qui était recensée comme nomade dans les années 30. Donc les autorités françaises se demandent comment interpréter les mesures d'internement. Et donc on va avoir des tractations qui vont aboutir à une forme de reconnaissance des groupes considérés vers l'internement. Donc on va avoir quelques exceptions, mais globalement, c'est bien les groupes ethniques racialement définis, selon les critères de l'époque, qui vont aboutir dans les camps, avec donc quelques exceptions notables. Donc ces mesures d'internement vont aboutir à la création d'une myriade de camps dans la zone occupée, surtout à proximité des côtes initialement, car cette politique s'associe aussi à une forme de protection des espaces côtiers stratégiques. Donc on évacue les zones côtières de ces populations nomades, supposées également, et c'est un autre préjugé qui a un impact durant la guerre, accusées d'espionnage, ou de transmission d'informations. Donc, en évacuant les zones côtières, on crée toute une série de camps qui vont de Mérignac à côté de Bordeaux jusqu'à Rouen, donc des camps qui sont situés à une cinquantaine ou centaine de kilomètres parfois des espaces côtiers. Donc on aboutit à une quarantaine de camps dans la zone occupée, qui vont disparaître petit à petit au fur et à mesure de la guerre et de la création de camps plus importants où ces camps mineurs vont être vidés en quelque sorte. Et puis on a un autre système qui se met en place dans la France de Vichy. Alors la France de Vichy a un autre objectif qui s'ajoute aux deux autres que j'ai évoqués précédemment. C'est d'aboutir à une solution française de la question tzigane. Donc le système l'idéologie de Vichy considère que la communauté, la population gitane doit être à la fois contrôlée particulièrement et diluée dans l'idéologie de Vichy. Donc les camps qui vont être créés initialement sont ceux des républicains espagnols comme Gurs, j'en avais parlé, mais ensuite Rivesaltes, Argelès, et c'est là où vont se retrouver la majorité des nomades ou personnes évacuées de l'Est de la France dans ces camps. Et puis à partir de mars 1942, les autorités de Vichy vont élaborer un projet plus important qui va aboutir à la création d'un camp à Salier, donc en Camargue, destiné à absorber
tous les nomades errants de la France du Sud, et ce camp avait comme objectif de constituer une sorte de village gitan, mais il ne faut pas oublier que l'histoire de ce camp est révélatrice puisque les autorités de Vichy ne parviendront pas à terminer la construction du camp, installé dans des marais infestés de moustiques, isolé de toute ville, et qui était en réalité destiné à provoquer une sorte d'extinction forcée de cette population. Donc à la fin de 1942, vous voyez, on a donc deux ensembles de systèmes de persécution fondés sur l'internement, mais en même temps fondés sur l'assignation à résidence, qui était appliquée aussi dans la zone sud, je le précise, et peut-être si vous voulez on reviendra un peu sur tous ces détails, mais le basculement intervient à partir de 1943. Donc voilà, pour évoquer ce que je viens de vous dire, voilà, je voulais vous montrer cette image qui traduit aussi au camp de Poitiers, où coexistaient un camp pour juifs et un camp pour nomades, disons, la cohabitation de différents systèmes répressifs. C'est-à-dire que la répression anti-tzigane, en fait, elle est inscrite au carrefour de multiples arcs répressifs en France. La répression des juifs d'un côté, mais la répression aussi de ceux qu'on pouvait appeler indésirables, comme les républicains espagnols, mais aussi les criminels, mais aussi les prostituées. Certaines prostituées vont se retrouver dans des camps pour nomades. Et en même temps, la répression politique. C'est-à-dire que certains camps pour nomades vont aussi servir de réceptacle à des camps répressifs destinés aux résistants. Donc voilà, cette rencontre ici, sous le biais d'une caricature opérée par ce peintre ancien élève des Beaux-Arts, traduit cette rencontre frappante entre des internés juifs et nomades. Alors, dans une troisième phase, je voulais évoquer, disons, la radicalisation des persécutions en France à travers des violences génocidaires et la dislocation des collectifs entre 1943 et 1944. Donc, en début de 1943, intervient une circulaire qui est émise par les autorités du Reich et qui vise à déporter l'ensemble des tziganes identifiés, Zigeuner, dans la circulaire, vers le camp d'Auschwitz. Et vers spécifiquement le camp des tziganes qui doit être construit à Auschwitz et qui est destiné à recevoir tous les tziganes du Reich. Donc cette circulaire s'applique à l'ensemble des territoires occupés par l'Allemagne et par les autorités militaires allemandes, c'est-à-dire à l'exception par exemple de la Croatie ou de la Roumanie, mais intégrant la Belgique, l'Alsace, le Luxembourg, et non pas la France. Alors d'ailleurs, c'est une des questions qu'on se pose. Pourquoi la France du Nord, occupée, et en janvier 1943, c'est déjà la fin de la France du Sud. Donc pourquoi la France n'est pas comprise dans cette circulaire? Eh bien c'est sans doute, peut-être, en raison de l'existence d'un système de répression déjà élaboré que les autorités françaises avaient constitué avec zèle et scrupule dès octobre 40. Et peut-être qu'il y a aussi un autre plan qui était à l'œuvre, mais dont les traces ne sont pas encore retrouvées parfaitement, visant à opérer des déportations de France de manière séparée. Certaines logiques à l'œuvre dans le regroupement des camps en France laissent penser que cette logique était l'une des logiques envisagées. Alors ce basculement, il intervient et il va avoir des effets en France directement, ou du moins sur les collectifs qui vivaient en France auparavant, puisque des rafles, des concentrations
sont réalisés en particulier en Alsace, mais aussi dans la France du Nord, sous le commandement militaire, qui vont aboutir à la déportation en janvier 1944 de plusieurs centaines de tziganes du camp de Malines en Belgique. Et il faut savoir là qu'il y a des phénomènes importants et intéressants pour nous ici, puisque des anciens internés de camps d'internement étrangers avaient été libérés de ces camps et rapatriés vers leur pays, mais en cours de route sont arrêtés et déportés par ce convoi de Malines. Donc on voit que l'internement en France sert parfois, dans ce cas-là, d'antichambre à des déportations. Par ailleurs, dans cette période, on a des formes d'extension de la répression qui passent aussi par la répression par la faim, puisque les camps dont on parle ici, la quarantaine de camps qui se réduisent au fur et à mesure, sont de moins en moins approvisionnés, sont soumis à une forte corruption à l'intérieur de leur administration et à des détournements au profit des administrateurs. On a des phénomènes de concentration transrégionale, c'est-à-dire que des camps vont fusionner dans d'autres camps plus importants, mais soumis à la pression du ravitaillement, donc parfois laissés à l'abandon. C'est le cas par exemple du camp de Montreuil-Bellay, où plus d'1 millier de nomades vont se retrouver concentrés. Et puis on a des phénomènes de déportation, donc j'en ai parlé, auxquels s'ajoutent, et c'est pour ça que le pluriel est important, d'autres déportations. Des déportations dans différents buts. Il y a des déportations destinées à alimenter en main-d'œuvre les camps de concentration. Et on va prélever à l'intérieur du camp de Poitiers notamment, en janvier 1943, des groupes de nomades, des hommes, donc, qui vont être déportés par dizaines vers le système concentrationnaire. On a aussi des déportations qui s'appuient sur les rafles de résistants, et à l'intérieur, des nomades transférés d'un camp à un autre, des groupes de 10, parfois plus réduits, vont être déportés vers les camps, que ce soit de Toulouse ou de Fort-Barreau, près de Grenoble. Donc on a aussi des groupes qui sont arrêtés en infraction à l'assignation à résidence, en infraction aussi à la loi de 1912 qui est toujours appliquée, et en infraction à l'internement, puisqu'on a de multiples évasions, ces camps étant sous-équipés, on a affaire à de multiples évasions, mais l'enregistrement préalable des internés provoque l'émission de circulaires diffusées dans l'ensemble de la France qui peuvent conduire à des arrestations de ces nomades anciennement internés et à leur conduite vers des camps de sûreté d'où ils seront déportés. Donc ça c'est un chapitre qui reste encore d'ailleurs à approfondir, mais des centaines et des centaines de nomades furent déportés de France dans le cadre de ces déportations que l'on appelle politiques, mais qui en réalité recouvrent une dimension raciale. Donc, on a un autre effet direct de ces persécutions, c'est la dislocation des collectifs familiaux et des collectifs communautaires, si on peut dire, puisque on observe des éclatements entre les différentes zones, entre les différents secteurs de cette répression, qui aboutissent à cet émiettement, à cette dislocation qui a des effets immédiats de fragilisation très, très puissante des groupes. Et donc, à leur affaiblissement au cours de la guerre, puisque les équilibres parfois familiaux, mais quand je dis familiaux, c'est parfois des enfants qui sont séparés de leurs parents. J'ouvre une parenthèse, mais dans ces camps d'internement, il n'est pas inhabituel d'observer des enfants qui, par mesure de rétorsion, sont sortis des camps et placés à l'assistance publique ou dans des familles d'accueil, ou dans des hospices, ou dans des hôpitaux. Donc évidemment, lorsque les parents sont privés de leurs enfants, ça les fragilise et ça conduit parfois à des décès ou à des catastrophes. Alors,
voilà, je voulais vous montrer cet extrait. Voilà, il faut aussi avoir en tête que ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur les ambivalences de l'antiziganisme se poursuivent durant la guerre. Donc on a des articles, par exemple ici, publiés dans un journal de la collaboration, qui, en quelque sorte, défendent l'idée d'une extinction et de la fin de cet aspect romantique de l'Europe que peuvent constituer ces populations. Alors, épilogue répressif et déni d'une persécution, ça me paraît important, et puis je vais m'arrêter, d'évoquer les politiques sécuritaires de la sortie de guerre. Et là aussi, brièvement, il faut savoir que les camps d'internement dont il était question vont servir de lieu d'accueil des collaborateurs et des prisonniers de guerre allemands. Donc on les maintient en état et les nomades qui sont encore internés restent internés au nom de politiques de sécurité, dans l'attente d'un jugement, dans l'attente d'une décision, et souvent des dizaines de personnes vont attendre des mois et des mois d'être libérées de ces camps sur autorisation du préfet. Préfet qui est responsable par tradition, mais aussi par la loi, de l'application de la loi sur les nomades de 1912. Donc cette continuité administrative aboutit au maintien en détention jusqu'à mai 1946, c'est-à-dire 2 ans après, disons, le débarquement, dans les camps de centaines de personnes. Donc on assiste à une libération sans libération. C'est très important de le souligner, puisqu'il n'y a pas eu de libération des camps pour nomades. Il n'y a pas eu une fin des persécutions des nomades en France, ni même d'ailleurs nulle part ailleurs en Europe. Donc cette répression, elle n'a pas pris fin officiellement. Donc ça va avoir des effets évidemment très très puissants sur les individus, mais aussi ça va aboutir à une forme de déni. Alors un déni multiple, il est administratif, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens de prouver qu'ils ont bien été internés à titre racial. Ça va aboutir à un déni économique, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître les spoliations dont ces populations ont fait l'objet. Donc on ne va pas considérer la possibilité d'une indemnisation immédiatement. Donc le déni, il est politique, puisque dans de nombreux pays, les politiques anti-tziganes ne s'arrêtent pas en 1945. Donc en France, la loi de 1912 n'est abrogée qu'en 1969. Mais les cadres de l'expertise raciale des Tziganes en Allemagne sont toujours en place après-guerre. On a des médecins qui étaient responsables de la question tzigane qui restent en place après la guerre. On a des hauts responsables de l'administration et de la police qui restent en place dans certains pays. C'est pour ça que la collecte de témoignages va être si difficile auprès de personnes qui sont confrontées régulièrement à leurs bourreaux durant la guerre. On a des histoires aussi très intéressantes et révélatrices de règlements de compte après-guerre, c'est-à-dire d'anciens internés qui vont croiser leurs gardiens par hasard, aboutissant à des confrontations parfois sobres et parfois un peu moins sobres. Et puis on a un déni sociétal, c'est-à-dire que il va falloir des décennies et des décennies avant que les sociétés reconnaissent l'existence de ces persécutions et aboutissent à des processus de compensation, d'indemnisation et même de reconnaissance mémorielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore en France, nombre de ces camps dont je parlais ne possèdent ou ne sont présents sur le territoire par aucune trace visible, aucune plaque. Parfois des habitants ne savent pas qu'un camp pour nomades se situe au bout de leur rue ou dans leur campagne. Alors, après 1945, on constate toutefois l'existence, et je vais m'arrêter ici, des premiers témoignages et des premiers appels aux souvenirs et aux réparations. Et donc là, il faut évoquer par exemple Matteo Maximov qui écrit au Figaro pour faire entendre la voix des Roms dans l'après-guerre. On a quelques articles qui évoquent ces questions, mais de manière extrêmement discrète. Voilà. Je vous montre pour finir cette image qui est donc publiée en septembre 1945 en France.
par un écrivain hongrois. Et qui utilise d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, une photographie prise en 1939, en février 1939, dans la zone lors d'un mariage, utilisant une des ressources visuelles qui est à sa disposition. Et c'est un des tout rares articles à évoquer la répression et l'oppression en Europe. Mais il faut savoir, par exemple, cet article, il est d'autant plus intéressant qu'il paraît dans un journal communiste français, mais il n'évoque presque pas la France. L'existence de tous les camps dont on parle ici ne sera connue que bien plus tard parfois, et l'existence même de certains camps reste à découvrir, puisqu'ils apparaissent dans la documentation archivistique, mais n'ont pas encore fait l'objet de travaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Ilsen pour la présentation des cadres et de la temporalité aussi du cas français. Moi je vais m'intéresser à l'Alsace et à l'Alsace annexée et à ce qui s'est passé pour les populations dites tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est mon sujet de recherche principal. Mais je voulais commencer avec cette photographie qui est issue d'un album constitué par Friedel Bonnereiter, qui est une infirmière suisse qui va œuvrer dans le camp de Riefswald et qui va documenter son action. Et au cours de son travail à l'intérieur de ce camp, elle va faire cet album et mettre une légende. Et on voit en dessous, là en bas de cette planche, la mention gitan alsacien. Et donc c'est un peu c'est ce document qui, moi, m'a interpellé au début de ma recherche et qui m'a poussé à aller vers l'Alsace et à me demander comment est-ce que ces familles qualifiées de gitanes, en réalité il s'agit de manouches, roms, mais aussi des yéniches, qui venaient de l'espace alsacien, et de comprendre quel a été leur itinéraire entre l'Alsace, juste vers le sud-ouest de la France. Mais c'est pas vraiment le sujet, je vais parler d'autre chose aujourd'hui, puisque en allant en Alsace, aux archives départementales du Bas-Rhin, il y a un dossier qui s'appelle le 757D, qui est un fonds très important pour documenter la persécution des populations dites tziganes. En fait, c'est le fonds des archives de la police criminelle de Strasbourg. De la police allemande, j'entends. Et dans ce fichier, on retrouve des personnes arrêtées et identifiées comme Zigeuner, et ce qui nous permet après de pouvoir documenter leur parcours pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ici, vous avez par exemple l'exemple d'une fiche d'arrestation de Maria-Louise Blum, qui est arrêtée en 1943 à Haguenau. On voit la mention derrière, sur le tableau noir, la date précise de son arrestation et la mention de la ville de Haguenau. Donc vous voyez aussi le motif de son arrestation, c'est écrit Zig Erfassung, qui correspond à Zigeuner Erfassung, recensement tzigane, en 1943. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations dans les archives, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà l'acteur important, c'est la police criminelle, et c'est l'acteur de la persécution en Alsace, et on va en reparler un petit peu. Mais ce que je voulais dire sur le 757D, c'est qu'il y a une absence de traces matérielles et des dossiers dits tziganes constitués par la police aujourd'hui dans les archives. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est plutôt pour dire pourquoi la police criminelle de Strasbourg est centrale dans la compréhension de la persécution de ces populations. Vous avez, Ilsen l'a expliqué, il s'occupe directement des populations dites tziganes depuis la fin du 19e siècle. Et vous avez deux exemples d'articles d'une historienne et d'un historien sur ce sujet. Mais je reviens à l'idée du 757D et de comprendre en quoi c'est un fonds central en Alsace pour comprendre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et pour documenter la politique génocidaire allemande. En fait, après la guerre, de nombreux dossiers dits tziganes qui étaient gardés dans les archives des antennes de police régionales allemandes ont été détruits, parfois volontairement. Et il subsiste encore aujourd'hui seulement la ville de Magdebourg, à Magdebourg, donc dans les archives, et à Cologne. Donc on fait face à une absence de traces pour pouvoir documenter ce qui s'est passé pour ces familles. Ici, je vous mets une carte, vous pouvez voir une carte du Reich allemand en 1943 et vous voyez en bas à droite, donc la Moselle et le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont annexés au territoire allemand dès l'été 1940.
Et nous, on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans cette zone-là pour documenter un convoi de déportation qui a lieu en mars 1943. Puisque, comme je l'ai dit, peu de traces dans les archives régionales sur ce qui s'est passé pour ces familles. Donc, quand on fait de la recherche, on a besoin de mobiliser d'autres fonds d'archives. Et notamment les archives d'une institution qui s'appelle Bad Arolsen, donc les archives Arolsen. Bad Arolsen, c'est situé dans la Hesse, une petite ville. C'est une petite ville qui était au carrefour des 4 zones d'influence et qui a été choisie parce qu'elle n'avait pas été trop bombardée pour rassembler toute la documentation qu'on trouvait que les Alliés et les Soviétiques aussi récupéraient dans les camps quand ils libéraient les camps nazis. Et aussi, il y a vraiment des centaines et des milliers, des millions de documents sur les victimes civiles. Voilà. Et donc c'est un lieu essentiel pour pouvoir justement essayer de reconstituer des parcours de persécution, puisqu'il conserve notamment des numérisations des archives du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et là, vous voyez le certificat de décès de Marielle Gusblum, donc c'est la personne qui a été arrêtée à Haguenau, que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a plusieurs informations sur ce certificat de décès. Déjà, on a la mention de ses parents, on a la mention aussi du dernier domicile connu. Vous voyez, Strasbourg, route de Cronenbourg, numéro 72. Donc là, on fait un lien entre l'Alsace, la ville de Strasbourg, et Auschwitz-Birkenau. Et l'intérêt, c'est d'essayer de comprendre comment ce lien s'est opéré, comment une personne arrêtée en 1943 à Haguenau se retrouve déportée dans un camp allemand, et en particulier à Auschwitz. Donc vous le voyez ici, ça c'est encore les archives d'Arolsen. C'est le registre d'entrée, le petit point rouge, c'est là où on voit Maria Blum avec son matricule, sa date de naissance et la mention, sa date d'entrée. Donc ça c'est conservé vraiment à Bad Arolsen, les originaux sont au musée d'Auschwitz-Birkenau. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qui est arrivé avant et qui est arrivé après, parce qu'on peut constituer un corpus de personnes qui sont arrivées au même moment à Auschwitz, et peut-être se demander est-ce que ces personnes n'arrivaient pas de Strasbourg aussi, du même convoi. Et en réalité, c'est ce qui se passe. Mais vous voyez, quand on fait face à l'absence de traces en histoire, on a, enfin de traces en tout cas, de ce lien entre Strasbourg et Auschwitz. Dans mes recherches, j'ai pas trouvé d'ordre allemand ou un train part de la gare de Strasbourg pour Auschwitz. Donc on est obligé et forcé, et c'est ça aussi l'intérêt, de multiplier les fonds d'archives. Donc l'enjeu de cette présentation, c'est à la fois de mettre en lumière la mobilisation des savoirs policiers et le transfert des pratiques d'identification ciblant les populations dites tziganes en Alsace annexée, mais aussi de documenter l'organisation concrète d'un convoi de déportation, comme on peut faire un peu la micro-histoire de ce convoi avec les rares sources disponibles, mais qui existent, et surtout pour montrer que c'est un processus complexe et qui fait intervenir différents acteurs. C'est-à-dire que la police criminelle n'est pas seule face à cette question, la police criminelle allemande. Et surtout, ils se disent pas à un moment ok, on va déporter tous les tziganes de la région, tous ceux qui circulent en roulotte. Non, c'est un processus méthodique et qui prend du temps. Et enfin, je terminerai avec la présentation d'un parcours d'une famille qui a été déportée par ce convoi et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de reconstituer l'itinéraire et la trajectoire de cette famille avec les sources disponibles. Donc c'est un peu la question centrale, malgré l'absence de sources directes, comment documenter la mise en œuvre d'un convoi de déportation. Bon, voilà, c'est un peu ce que j'ai dit, mais vous avez les 3 temps de cette présentation. Donc d'abord, je vais présenter la police criminelle de Strasbourg et quelle est son idéologie, quel est son mode d'action, quelle est sa manière de penser et comment est-ce qu'elle importe en Alsace ses propres techniques d'identification au sein de ce territoire. Donc vous avez d'abord une personne qui est importante, qui s'appelle Paul Werner, qui est originaire de Karlsruhe, donc qui n'est pas très loin, vraiment pas très loin d'ici. C'est une personne il a un doctorat en droit et ensuite après il était juriste et il a été nommé à la tête de la police criminelle du pays de Bade, dont le siège est à Karlsruhe. Ensuite, en 1937, son ascension continue et il est nommé au RKPA et il est responsable de la lutte préventive contre la criminalité. Et c'est une personne qui va travailler aussi en étroite collaboration avec des scientifiques imprégnés de cette idée d'hygiène raciale et d'hérédité, d'anthropologie et d'hérédité humaine.
Et il va porter vraiment cette nouvelle conception de la criminalité au plus haut sommet de l'État nazi à Berlin. Et en fait, dans cette lutte préventive contre la criminalité, il est très intéressé par la conception biologique des tziganes qui se construit peu à peu dans les années 30 en Allemagne. Et on va revenir un petit peu dessus. Mais il n'est pas seul, c'est pas la seule personne. Là, on a vraiment le sommet de l'iceberg. Mais à Strasbourg, on a des cadres de la police criminelle de Strasbourg. Alors pardon, je vous présente d'abord le lieu, c'est pas très loin d'ici. C'est le siège de l'ancienne de la police criminelle de Strasbourg. Donc voilà, qui est pas très loin sur le quai Kellermann et qui était avant un hôtel-restaurant et qui a été réquisitionné par les autorités allemandes pour mettre leur service de police criminelle en Alsace annexée. Mais je voulais vraiment parler d'abord de quelques profils biographiques des personnes qui ont été vraiment nommées à Strasbourg en 1940. Donc il y a un département vraiment au sein de la Kripo, donc c'est la police criminelle, qui est dédié à la lutte contre les tziganes, c'est leur mission principale. Et à sa tête, vous avez Karl Mayer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un ancien policier de Karlsruhe qui a des liens étroits avec Paul Werner, dont je vous ai parlé juste avant. Et il était spécialiste, c'est un expert tzigane, un expert en dactyloscopie, il connaît très bien la question des familles, la présence des familles dans cette région, donc c'est lui l'expert central. Mais vous avez aussi un profil beaucoup plus intéressant et beaucoup plus hybride qui est la personne en bas, Alphonse Huring, vous le voyez, les photographies en 1951. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ancien chef de la brigade régionale de police mobile de Strasbourg, qui était notamment chargé dans les années 30 d'aller repérer les familles dites nomades, d'aller les photographier, les convoquer dans les préfectures pour les photographier. Donc c'est une personne qui parle alsacien, allemand, français, qui connaît très bien l'architecture policière française et qui va servir un peu de passeur et pour permettre aux autorités allemandes de comprendre comment fonctionne la logique policière française et notamment la question des nomades. Voilà, là il y a différents, et vous avez Karl Baum aussi dont j'ai pas mis la photographie, mais lui c'est vraiment, il représente le pouvoir de Berlin. C'est une personne qui a travaillé au RSHA, donc à Berlin avant la guerre, et qui connaît très bien les méthodes de fonctionnement de cette institution policière, et notamment la question de la gestion des dossiers et de l'archivage des dossiers criminels. Donc voilà un peu pour vous poser le cadre des persécuteurs qui étaient en Alsace annexée au début de la guerre. Il faut savoir aussi que ces personnes-là ont déjà expérimenté une première déportation quand ils étaient à Karlsruhe. Donc je vous ai dit, c'est plutôt des policiers qui viennent de Karlsruhe. C'est vraiment, vous avez vu Karl Mayer et Paul Werner qui est à Berlin ensuite. C'est des gens qui sont originaires de Karlsruhe et ils ont déjà fait l'expérience d'une première déportation. Ils ont déjà mis en œuvre une première déportation des populations dites tziganes en 1940 en Allemagne de l'Ouest. Donc c'était une vaste opération coordonnée depuis Berlin où il y avait toutes les villes ouest-allemandes étaient concernées, notamment Hambourg. Ça remontait jusqu'à Hambourg, Cologne, Karlsruhe bien sûr, Mannheim, et ça redescendait jusqu'à Fribourg-en-Brisgau. Donc ils savent, ce qui est intéressant, c'est que dans cette première déportation collective, donc on déporte des femmes, des hommes et des enfants, on avait demandé aux policiers d'écrire des rapports pour savoir comment ça se déroulait, comment est-ce qu'il y avait des difficultés logistiques, est-ce qu'il fallait séparer les hommes, les femmes d'abord ou non, ça a servi aussi de déportation test. C'est la première déportation collective d'une population ciblée pour des motifs raciaux en Allemagne. Donc là, en mai 40, on est avant du coup on est avant l'arrivée des Allemands à Strasbourg, qui arrive après l'été 40. Donc les policiers de Strasbourg ont déjà une expérience de mise en place d'une politique de déportation. Et ça, c'est important à avoir en tête, ils savent comment on procède. Et donc ils importent leur méthode de recensement. Ici vous avez une lettre, donc en juin 42, une lettre de la police criminelle de Strasbourg qui ordonne un recensement de tziganes. Et on voit, c'est un formulaire très particulier qui avait été utilisé avant par les Allemands avant 40 pour identifier les personnes. Et c'est un formulaire qui est adapté, on va dire, aux populations considérées comme tziganes, où on doit livrer les liens familiaux, le surnom, puisque les personnes avaient parfois des surnoms qui n'étaient pas les mêmes que l'état civil, le lieu d'habitat, comment est-ce qu'ils vivaient, comment est-ce qu'ils bougeaient, est-ce qu'ils avaient des biens immobiliers ou mobiliers particuliers, voilà. Et
et surtout, ils mettent un accent très important sur qui étaient les parents. Puisqu'ils ont on va y revenir, mais ils ont cette volonté toujours en tête cette idée d'hérédité et que les comportements criminels sont héréditaires. C'est ça ce que dit Paul Werner dans sa lutte préventive contre la criminalité. Et c'est un tournant vraiment dans la politique raciale à l'encontre des Tziganes en Alsace. AAS, ça veut dire Archives d'Alsace de Strasbourg, donc c'est un document qui est situé pas très loin d'ici, enfin ici quoi, dans cette ville. Ce qui est surtout intéressant, donc on voit que l'enregistrement racial des Sinti est amorcé à l'été 42, mais c'est pas une initiative régionale, c'est-à-dire qu'on observe la même chose dans d'autres parties annexées par les Allemands, notamment à Prague. Au même moment, en août, on observe, c'est le même document, c'est les mêmes termes qui sont utilisés, c'est aussi le formulaire RKP 172 qu'on demande aux policiers d'utiliser pour recenser les familles. Donc on voit que c'est pas une initiative, voilà, ça se passe pas seulement en Alsace, c'est aussi en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est, à Prague en particulier. Mais seulement la question qui se pose, c'est que dans les archives du 757D, on voit seulement 105, il y a 105 personnes qui sont recensées avec ce motif, or on retrouve le nom de 61 personnes sur les registres du camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc on peut se demander comment la police a procédé aux sélections, qu'est-ce qui a été leur premier critère, comme pourquoi est-ce qu'ils autorisent une personne à rester et d'autres à les déporter. Donc et là, il faut faire intervenir un nouvel acteur qu'Ilsen a un peu introduit, qui est un institut d'hygiène raciale, le RHF. Donc pardon, là c'est juste une fiche d'arrestation de Robert Gerst, parce que je ne vois pas en avance les diapos, mais bon, c'est la même, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'ils ont recensé. Là, on voit la distribution géographique des personnes, mais je vais y revenir, pardon. Voilà, c'est l'Institut d'hygiène raciale, dont les archives sont à Berlin. Cet institut est créé en 1936 au sein de l'Office de santé du Reich et est placé sous la direction du docteur Robert Ritter, qui est un proche aussi de Paul Werner. Donc vous avez le policier et le scientifique qui travaillent de concert. Et Robert Ritter va avoir les moyens, les fonds financiers aussi, des doctorants à disposition pour aller dans les principales villes allemandes et aller recenser les familles. Donc c'est vraiment avant la guerre, c'est entre 1937 et 1938 que la majorité des recensements ont lieu. Et on voit déjà une collaboration entre les antennes de police régionales et ces médecins et chercheurs qui identifient plus de 1000 individus. Ils les identifient complètement, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des informations sur les autres, mais ils identifient complètement 1000 individus avec l'état civil, photographie, questionnaire, relations familiales bien possédées, voilà, toutes ces informations. Et donc c'est des archives qui sont à Berlin et qui sont centrales pour comprendre ce qui se passe en Alsace pendant la guerre. Voilà, ça c'est deux photographies où vous avez concrètement, donc c'est Robert Ritter, hein, l'homme qui mesure sur la gauche, qui fait une prise de sang d'un Sinti qui va être identifié comme Tzigane, et vous avez son assistante Eva Justine. Donc là c'est à Steinhofen, c'est au sud de Stuttgart. Donc voilà comment ils procédaient, ils allaient dans les campagnes, là où où la police avait repéré des campements ou des lieux de vie de population Sinti pour aller les identifier. Et ils ont utilisé aussi, bien sûr ils ont mobilisé la police pour forcer les interrogatoires aussi, parce que les personnes ne donnaient pas non plus toutes les informations sur leur famille de manière délibérée, et il y avait le soutien des forces de police pour procéder à ces enquêtes raciales. Et donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'après ils recensent toutes ces données, ils les ramènent à Berlin, et à Berlin, vous avez des personnes qui sont chargées de faire des arbres généalogiques, et la majorité de ce fonds d'archives, qui est le R165, est constitué d'arbres généalogiques. Donc vous voyez, parfois c'est leur document de travail en fait qu'on trouve aux archives, où vous voyez les liens généalogiques qui sont faits, parfois on rature, on rajoute des enfants, ou on corrige les mariages. Et ça aboutit en fait à cette idée pour les anthropologues du RHF et dans la pensée raciale allemande, les populations de tziganes se définissent par leurs parents et par l'hérédité. C'est-à-dire vous êtes tzigane si vous avez 2 parents considérés comme tziganes. Et c'est le mode de vie ou le métier que vous exercez n'a peu d'influence. Et ici, on retrouve, alors dans les archives à Berlin, on retrouve la famille Gerst, dont je vous ai montré un peu la personne qui était là. Pardon.
voilà, Robert Gerst, qui est photographié à Strasbourg en 1943. Et on retrouve son nom ici, en bas, vous avez ses parents et Robert Gerst, la mention de son nom. En 1940, donc avant que les Allemands arrivent en Alsace. Avant que les Allemands arrivent en Alsace, ils avaient déjà des connaissances sur les personnes dites tziganes de cet espace. Mais pourquoi est-ce que la famille Gerst se retrouve, leur nom se retrouve dans les archives de cet institut d'hygiène raciale à Berlin? C'est précisément parce qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une identification en 1938 par le RHF justement à Mayence. Donc du coup, quand les Allemands arrivent à Strasbourg, ils ont déjà des connaissances d'un savoir et ils connaissent certains liens familiaux. Et en fait, dans mes recherches, ce que j'ai repéré, c'est que pour tous les déportés, pour les 61 personnes qui sont déportées du convoi de Strasbourg de mars 1943, toutes avaient été préalablement repérées dans ces arbres. Donc, ils sont tous dans ces arbres généalogiques du RHF. Donc, ce qui montre bien que les Allemands, il y a quelque chose d'assez méthodique dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas déporter toutes les personnes qui plus ou moins ressemblent à un tzigane de loin. Ils vont repérer les liens familiaux, les parents et, le cas échéant, les déporter. Donc ici, vous avez par exemple la carte de la distribution des 105 personnes qu'on voit. Et ce qu'on repère, c'est les personnes qui sont arrêtées à Strasbourg en 42-43, selon le recensement de tziganes. En noir, vous avez les personnes qui sont effectivement déportées, dont le nom figure sur le registre d'entrée du camp. Et en jaune, celles qui n'ont pas été déportées. Et on voit qu'il y a on remarque que les personnes qui sont déportées viennent majoritairement d'Allemagne et ont été donc repérées par le RHF avant la guerre. Donc ce qui nous laisse à penser que les personnes qui n'ont pas été déportées, en fait, ils n'ont pas été déportés parce que les Allemands n'avaient pas d'informations sur eux, ils ne pouvaient pas prouver de manière certaine leur affiliation généalogique. Et aussi, on voit, c'est une autre information dont on peut reparler ensuite, je ne sais pas si j'aurai le temps de l'évoquer, mais que l'Alsace a constitué un refuge pour ces familles-là, au moment de l'entrée en guerre et même un peu avant, face à la multiplication des mesures de persécution à l'œuvre en Allemagne à la fin des années 30, on a des familles qui passent la frontière et s'installent en Alsace, où ils pensaient que le climat politique et policier allait être un peu plus clément de ce qui se déroulait en Allemagne, où il y avait déjà des premiers camps régionaux qui étaient mis en place. Mais ça, c'est un peu un autre sujet. Mais voilà un peu l'explication proposée pour comprendre cette distinction entre déportés et non déportés par rapport aux personnes qui sont recensées. Donc si on résume un peu cette mise en place d'une déportation, on voit que c'est un processus méthodique, pensé et réfléchi. En janvier 1942, vous avez la création d'un institut, donc c'est une antenne qui va être installée dans la police criminelle et qui en fait va faciliter le lien entre le RHF et la Kripo. Donc ce qui est un institut, c'est le relais, on va dire, du RHF au sein de la police. Donc, et qui demande à chaque service de police d'envoyer les informations sur les tziganes arrêtés à Berlin pour qu'il transmet après au RHF. En juin 1942, on a le début du recensement dit tzigane par la Kripo et on voit qu'il y a une transmission des données. Donc on voit qu'il y a un réseau de collecte des données et d'échange d'informations entre Strasbourg et Berlin. En janvier 1943, Ilsen en a parlé, mais il y a cette fameuse réunion entre des membres du RHF et des membres de la Kripo pour statuer sur qui doit être déporté, qui ne doit pas être déporté. Une historienne allemande, Carola Fings, a parlé de conférence de Wannsee pour les populations dites tziganes. Et donc on voit aussi, dans cet article, elle montre aussi comment est-ce que les Allemands ont acquis un savoir-faire, enfin les autorités nazies policières ont acquis un savoir-faire dans l'arrestation, le repérage et la déportation, puisqu'ils s'appuient aussi sur ce qu'ils font subir aux populations juives. Et on le voit clairement à cette réunion, il y a des experts raciaux en démographie raciale, ils veulent vraiment remodeler l'espace européen selon des bases de démographie ethnique. Et en mars 1943, du coup, on a le départ d'un convoi de déportation avec 61 tziganes vers Auschwitz-Birkenau.
Et c'est pas le seul, hein, d'autres convois ont lieu en Allemagne, notamment depuis Saarbrück, mais bien sûr depuis Karlsruhe, depuis Mannheim, enfin Berlin aussi sont touchés, mais c'est une vague vraiment de déportation coordonnée entre les différents services de police régionaux pour acheminer ces populations et les déporter vers le dit Zigeunerlager, donc camp de Tziganes d'Auschwitz. Donc ça c'est un peu pour vous montrer que la mise en place d'une politique de déportation est quand même quelque chose de complexe avec différents acteurs qui sont impliqués, le RHF, la Kripo, Berlin, Strasbourg, et ça nécessite des échanges de données et de savoir l'affiliation généalogique des personnes arrêtées. Donc enfin, dans un troisième temps de cette présentation, je voulais faire un peu une étude de cas, un peu micro-historique sur une famille, donc les Gerst, que j'ai déjà un peu présenté, qui sont identifiés à Mayence en 1938. Et en 1943, donc au début 1943, ils sont 4 membres qui portent le patronyme Gerst, sont arrêtés par la police criminelle et identifiés comme tziganes. Donc vous avez les images, les photographies aux archives du Bas-Rhin. Donc, ils ont fait l'objet d'un dossier de tziganes, mais comme je l'ai dit en introduction, qui a disparu aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut faire quand on a une fiche policière et on sait qu'ils ont été déportés, mais d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont survécu? Voilà, comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'histoire de cette famille? Et il y a plusieurs moyens possibles. Le premier, c'est d'aller dans la majorité des villes allemandes, il y a un fichier domiciliaire qui est classé par ordre alphabétique et on peut repérer les noms. Et là, on peut voir la trace de leur déportation, puisque les archives policières ont disparu et c'est très difficile de documenter. Mais les archives dites civiles, on va dire, conservent la mention de cette déportation. Et vous voyez que Adolf Gerst, sur sa fiche, qui est conservée aux archives municipales de Strasbourg, donc pas aux AD, hein, aux AM, on voit la mention 19-3-1943, donc 19 mars 1943, a été déporté dans un camp de travail pour une période inconnue. Donc déjà, on peut trouver des traces dans les archives locales en suivant ce cheminement de recherche. Et après, on peut aussi aller voir qu'est-ce qui reste aujourd'hui, aussi de superposer le nom des rues allemandes avec le nom des rues françaises. Et c'est assez compliqué parfois, c'est pas si évident que ça. Et en fait, ce bâtiment était le dit rue Georges Vaudely, donc pas loin, tout près de la gare de Strasbourg, qui est leur dernière adresse avant la déportation. Après, on peut aussi aller encore plus loin, puisqu'il y a un survivant de ce convoi qui dépose en 1957 une demande de réparation. Donc il faut aussi parfois, quand on documente des politiques génocidaires pendant la Seconde Guerre mondiale, penser aux dossiers d'après-guerre qui peuvent être très utiles pour comprendre le destin et la trajectoire d'une famille. Donc en 1957, il dépose une demande au bureau régional de la Sarre et il décrit en fait ce qui lui est arrivé. Et on voit, par exemple, il décrit ce qu'il a dû subir par le RHF. Donc ça c'est en 61, donc c'est un témoignage qui dépose. Et voilà, il dit il a dû subir une analyse de sang, un échantillon de cheveux a été prélevé sur sa tête, et que les signes raciaux apparents, tels que la forme du nez, la forme de la tête, la forme des oreilles, ont été mesurés. Selon le requérant, ces enquêtes ont été menées par un agent du Rasseningenisch-Forschungsstelle de Berlin. Donc là, on voit aussi, ça permet aussi de donner la voix à ces personnes qui ont été persécutées et de comprendre leur histoire. Dans un autre dossier, il décrit plus précisément l'histoire de sa famille. Donc il explique, nous vivions en caravane, comme nous jouions, ils étaient marionnettistes ambulants. Il m'est impossible d'énumérer tous les endroits que nous avons visités, mais il dit voilà pourquoi est-ce que sa famille était à Strasbourg. Donc mes parents se sont installés à Strasbourg sans se faire enregistrer. Ils ont loué une maison et ont vendu leur caravane. Donc on voit déjà ici que c'était une manière de se cacher aussi, d'échapper aux persécutions, de voir l'Alsace comme un lieu de fuite. Mes frères travaillaient dans des usines d'armement à Strasbourg, ils ont tous été arrêtés à Strasbourg, et transférés à Auschwitz. Ils ont dû abandonner leur maison, l'argent qui leur restait leur a été pris. Donc aussi des formes de dépossession, de spoliation à l'œuvre dans ces pratiques d'arrestation et de déportation.
Ensuite, une fois qu'on a reconstitué un peu la famille, on peut aussi essayer de retrouver ce survivant, Rudolf Gerst. Et évidemment, les archives internet sont parfois très utiles, et notamment le site Find a Grave, donc, qui recense les cimetières. Des personnes vont aller repérer, prendre en photo plein de cimetières en Europe, mais aussi dans le monde. Et on retrouve la tombe de Rudolf Gerst dans un caveau familial dans un cimetière à Munich. Et on voit que c'est lui. Et surtout, on voit qu'il a une descendance, puisqu'on voit à mon grand-père et mon père, Rudolf Gerst, on voit que c'est bien la bonne personne déjà, avec la date de naissance qui est inscrite sur la pierre tombale, et surtout qu'il a une descendance. Et on voit aussi des motifs de l'appartenance au monde Sinti, avec la présence de 2 violons sur son caveau. Donc ce qui amène après, dans mes recherches, à aller solliciter l'aide d'archivistes de Munich pour essayer de retrouver cette famille et du coup de les rencontrer, ce que j'ai pu faire il y a 2 ans. Et là, c'est assez... quand on arrive jusqu'au bout de ça, c'est assez extraordinaire puisqu'on peut avoir accès à des archives privées, à des archives familiales, alors que nous, en tant qu'historiens qui travaillons sur le nazisme ou le génocide, on est toujours aux prises avec des archives policières, des archives qui sont assez déshumanisantes, de photographies anthropométriques face profil, et donc qui empêchent, voilà, qui manquent d'une approche sensible. Et du coup, je voulais finir avec cette photographie de la famille Gerst avant 40, dont un lieu est inconnu. On les voit ici rassemblés, donc archives privées. Ils habitent à Munich, le nom m'échappe. Mais en tous les cas, cette photographie date d'avant 40 et on peut repérer des personnes. Ils n'étaient pas tous, c'était pas toutes ces personnes-là, mais on peut repérer grâce aux photographies de la Kripo et leur présence ici avec un point rouge. Donc là, vous avez 3 personnes. Voilà, on voit une photographie assez avec une présence plutôt masculine. Ils semblent célébrer quelque chose. Ils sont devant leur caravane, roulotte, endimanchés. Donc est-ce qu'ils célèbrent un événement religieux, familial, un mariage? Ça, c'est très difficile de le dire. Et on ne sait pas où cette photographie a pu être prise. Mais en tout cas, voilà, ça permet de donner, de basculer du côté des archives privées. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et voilà.